Je pense qu'au niveau international, le gouvernement Trump va donner une couverture euh, totale au gouvernement de l'État d'Israël et va nous permettre de gagner cette guerre. Trump l'a dit dernièrement, il faut que cette guerre s'arrête, mais il faut qu'on la gagne d'abord. C'est-à-dire que Trump parle avec une clairvoyance entre le bien et le mal, entre la défaite et la victoire. J'ai le plaisir d'être en ligne avec Raphaël Hamzalag. Raphaël, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Alors, les dernières 48 heures ont été particulièrement douloureuses. Non seulement les attentats se multiplient en Judée-Samarie, un attentat meurtrier comme celui qui s'est produit près de Kdoumim il y a 2 jours, mais également on voit que des soldats israéliens continuent à tomber dans le nord de la bande de Gaza. Et la question que beaucoup d'Israéliens se posent, c'est est-ce que finalement on ne devrait pas, dans le contexte actuel, proclamer la fin de la guerre? Qu'est-ce que Tsahal est en train de continuer à faire dans les localités du nord de la bande de Gaza depuis plusieurs mois maintenant? Alors en fait, il faut comprendre quelle a été la stratégie de Tsahal dans sa conquête de la bande de Gaza et dans sa volonté de faire tomber le Hamas. Alors on peut peut-être remettre en cause cette stratégie, comme j'ai pu le faire à plusieurs reprises, mais il faut d'abord la comprendre. Il faut comprendre qu'il y a un an de cela, un an et quelques semaines, Tsahal rentre dans la bande de Gaza avec un plan qui est présenté au gouvernement, un plan d'action qui dit on va rentrer, on va blesser le Hamas, on va toucher ses tunnels, on va toucher son armement, on va toucher ses terroristes, et puis on va ressortir sur des axes qui sont des axes qu'on va préserver. Donc on parle du périmètre, c'est-à-dire le contour de la bande de Gaza. Au début, il s'agissait d'avoir 1 kilomètre en fait d'espace tampon sur tout le périmètre, et puis un premier axe central qui était l'axe de Netzarim au centre de la bande de Gaza, qui sépare le nord du sud de la bande de Gaza, et un second axe qui a été conquis plus tard, aux alentours de Pessah l'an dernier, l'axe Philadelphie à la frontière avec l'Égypte. Un troisième axe a été ajouté il y a 3 mois. Au niveau du kibboutz de Mefalsim. Donc on est, si vous voulez, on coupe le nord de la bande de Gaza en deux, entre ce qui était la grande ville de Gaza et vraiment les agglomérations qui sont proches d'Ashkelon, que sont Beth Hanoun, Beth Laïa et Djebalia. Donc la technique, c'était on rentre, on fait mal, on sort. On rentre, on fait mal, on sort. C'est une technique sur laquelle le chef d'état-major des armées américaines a dit hier qu'elle était à son goût mauvaise, parce qu'à partir du moment où on délaissait le terrain, on permettait à l'ennemi de se réorganiser. Mais ça a été le plan défendu par Herzi Halevi et Yoav Gallant d'ailleurs pendant un an, en disant on ne veut pas que les soldats de Tsahal prennent la main sur le terrain et y imposent une gestion militaire, et donc on va rentrer et sortir jusqu'à ce qu'on va réussir à casser, si vous voulez. Donc au début c'était les bataillons du Hamas, et puis après ils se sont réorganisés, et donc il fallait re-rentrer, ressortir, re-rentrer, ressortir. C'est la raison pour laquelle, Daniel, on entend parler de l'hôpital indonésien et l'hôpital Kamel Adwan pour la 12e fois peut-être depuis le début de la guerre. J'ai pour souvenir avoir participé à une opération autour de l'hôpital indonésien lorsque j'étais à l'armée en décembre de l'année dernière, de 2023. Donc ça c'est la stratégie. Donc les gens qui disent il faut s'arrêter maintenant, c'est les gens qui disent il faut faire un accord à tout prix, c'est les gens qui ont en fait déjà perdu la guerre avant de l'avoir entamée. Ce sont les personnes qui ne trouvent pas de logique, qui sont dans une logique, si vous voulez, de ne pas aller vers la victoire, qui sont dans cette logique de dire on a de toutes les façons perdu à partir du moment où un combat il est asymétrique entre une armée et un mouvement terroriste, on l'a de toutes les façons perdu, alors limitons les dégâts. C'est pas du tout la position d'abord du gouvernement, l'objectif de la guerre, et puis de la majeure partie des Israéliens qui, dans cette guerre, veulent voir la guerre se terminer lorsque le Hamas n'est plus n'est plus le patron dans la bande de Gaza. Alors, dans toute votre explication qui est très claire et très, très précise, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, et c'est quand même un mot capital, c'est le mot d'otage. C'est-à-dire, tout est conditionné par la présence des otages. On ne peut pas faire comme s'ils n'étaient pas là. Ils sont là, ils sont quelque part dans la bande de Gaza. Où vous insérez le dossier des otages dans cette stratégie que vous venez de nous expliquer?
Alors, d'après l'explication de Herzi Halevi, de notre chef d'état-major avant-hier à Jebalia, c'est justement cette stratégie où, si vous voulez, vous mettez encore un coup de bélier dans la porte l'un après l'autre, qui au final vont faire en sorte que le Hamas va nous rendre les otages. Voilà, va nous proposer les otages parce que ils auront cédé et ils auront compris qu'ils n'ont plus aucun espoir. Donc coup après coup après coup, au final, on va réussir à avoir une position plus intéressante en tout cas dans les négociations et à avoir un deal que le Hamas va pouvoir va pouvoir entre guillemets nous offrir et que nous allons pouvoir accepter. Mais sur ce point-là, je suis pas d'accord avec Herzi Halevi. Je pense que si on écoute Oussama Hamdan, qui est le porte-parole du Hamas, qui a été le plus, j'allais dire, fidèle sur la question des otages depuis le dernier deal, c'est-à-dire depuis 1 an, eh bien en fait, il n'y a absolument rien qui a bougé. Pour le Hamas, les otages, c'est leur carte-maître pour exiger la fin du conflit et pour leur permettre de rester les patrons dans la bande de Gaza. Et on en revient exactement au même endroit. À chaque fois qu'il est question du Qatar, d'Égypte, des négociations, d'une avancée, on a avancé, on a reculé, on revient exactement au même point. C'est le paradigme, c'est allons-nous obtenir, je parle pour le Hamas, la fin des hostilités et le retrait de Tsahal de la bande de Gaza dans le cadre d'un deal d'otages. Alors, bien évidemment, la technique de Tsahal aujourd'hui, à partir du moment où vous réouvrez et vous permettez un passage d'hommes du Hamas du sud au nord, par exemple, vous avez perdu tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, parce qu'il ne faut pas oublier que justement pour ne pas blesser les otages, la technique, si vous voulez, c'est de vider. À chaque fois qu'on va attaquer maintenant, au nord de la bande de Gaza, à Jebalia, Bet Hanoun et Bet Laïa, on procède presque à une éradication totale des infrastructures et on a demandé à ce que toutes les populations civiles, bien sûr, je mets des guillemets, puisque à ce stade de la compétition, 1 an et demi après le début du conflit, s'il y a encore des gens qui vivent dans dans ces endroits-là, c'est que ils sont tout sauf non belligérants. Eh bien, on va essayer de leur demander de partir pour pouvoir, au niveau militaire, j'allais dire, œuvrer de façon complètement libre. Donc, les otages, on les prend en compte, notamment sur la base d'informations, lorsqu'on sait qu'il risque d'y avoir des otages dans un endroit, bien on va pas attaquer, on va attaquer de façon différente. Mais c'est aussi et surtout la raison pour laquelle on va avoir une approche qui est une approche très lente. Voilà, prenons l'exemple de Jebalia, Daniel. La grande opération à Jebalia, la dernière en date, a commencé il y a plus de 2 mois avec la division 162 de Cohen, de Itzik Cohen. Eh bien, cette opération, elle est très lente. Pourquoi ? Parce que c'est rue par rue, infrastructure par infrastructure, avec un espèce de système d'entaille. On a commencé d'est en ouest, et puis là on arrive, qui a terminé par le fameux Mahane Plitim, par le fameux camp de réfugiés à Jebalia qu'on a quasiment vidé. Il y a quasiment plus personne aujourd'hui à Jebalia, et c'est la raison pour laquelle on s'oriente maintenant vers Bet Hanoun et Bet Laïa. Donc je crois vraiment que les otages, ils sont au cœur de cette stratégie de dire on a des informations, on rentre, on sort, et on fait ça de façon très évolutive, pas à pas, de façon à ne pas faire des bombardements, j'allais dire, aériens qui risqueraient de blesser quelque part nos otages. Mais vous me dites vous-même que vous ne partagez pas cette approche. C'est l'approche de Herzi Halevi, rentrer, sortir, continuer à la pression. Mais vous dites vous-même que ce n'est pas la bonne solution. Alors, si ça ce n'est pas la bonne solution, et si les négociations doivent aboutir uniquement à une concession majeure d'Israël, par exemple, sur la présence des forces israéliennes dans la bande de Gaza, quelle est la solution que vous proposez ? La solution, c'est déjà d'arrêter d'œuvrer dans la bande de Gaza avec une seule division. Aujourd'hui, concrètement, de division qui est en mode d'attaque, vous avez que la division 162. Au début de l'opération terrestre à Gaza, il y avait 4 divisions qui œuvraient en parallèle sur la bande de Gaza. Et donc, le procédé que je propose, c'est un procédé qui est beaucoup plus classique. Donc, c'est l'attaque, la conquête, le nettoyage de la zone, c'est-à-dire vous nettoyez la zone que vous avez conquis de l'ennemi, et ensuite vous en prenez possession. Vous en prenez possession, vous vous retirez pas. Ça demande beaucoup plus
de personnel, ça demande beaucoup plus de soldats, mais à partir du moment où vous avez des présences, si nous avions eu, Daniel, des soldats dans les rues de Djebalia et de Bet Hanoun depuis janvier 2024, vous comprenez bien qu'en 2025, on n'aurait pas fait une opération où on se serait retrouvé devant les 2000 terroristes qu'on a ou éliminés ou pris en otage sur les 2 derniers mois. 2000 terroristes, c'est une khativa, d'accord? C'est un bataillon. C'est énorme, c'est énorme, alors qu'on nous parlait du fait qu'on avait détruit tous les bataillons du Hamas dans le nord de la bande de Gaza. Ils se sont reconstitués, ils se sont réorganisés. Et hier, le Shin Bet a délivré une vidéo d'un interrogatoire avec quelqu'un qui a été pris à Kamel Adouane, qui racontait comment c'était leur QG et comment ils faisaient passer des armes de l'hôpital dans les tunnels et ils permettaient aux différents militants terroristes de se réarmer au sein de l'hôpital. Bon, alors justement, alors il faut rester. Vous dites qu'il faut rester. En fait, ça s'apparente à, un peu le plan que l'on appelle le plan des généraux, qui consiste à dire il faut rester sur place. Il faut, c'est la deuxième clause importante de ce plan, c'est de dire on arrête totalement l'aide humanitaire. Vous êtes aussi favorable à cela ? Bien évidemment, à partir du moment où vous voulez attaquer un lieu, et ce lieu, il doit être, vous permettez, parce qu'on permet, ça le permet à toutes les personnes qui habitent, qui sont encore résidents d'un lieu qui va être visé par une offensive, de quitter ce lieu, avec des centaines de milliers de prospectus, des appels, des SMS, etc. Donc à partir du moment où vous avez appelé les non-belligérants à quitter la zone de guerre, bien évidemment qu'il ne faut pas renflouer la zone de guerre avec de l'aide humanitaire qui n'est pas de l'aide humanitaire, Daniel, qui est des vivres pour les combattants ennemis, pour les terroristes, et qui est aussi leur monnaie qui leur permet de s'enrichir. On sait qu'ils captent cette aide humanitaire et on sait qu'ils la revendent derrière. Donc c'est ce qui permet en fait à l'édifice du Hamas, à l'édifice d'État du Hamas de perdurer, de continuer à vivre. Donc aujourd'hui, il n'y a absolument aucune raison qu'il y ait encore une seule personne au nord de la bande de Gaza. Il aurait fallu depuis longtemps, étant donné qu'on a déjà appelé les populations. Il y a 6 mois, il y a eu un appel qui a été fait avant qu'on a repris l'offensive. On a demandé à tous les résidents qui résidaient encore dans le nord de la bande de Gaza de quitter et d'aller vers la zone humanitaire qui est au sud. Je comprends. Ce qu'on appelle le Nahal Azal, ce qu'on appelle à Mouassi, à côté de Khan Younes, Deir el-Balach, etc. Donc on leur a demandé d'aller dans le sud complètement. Avant la guerre, il y avait 1 500 000 habitants là-bas. Après la première phase, il restait à peu près 300-400 000 habitants là-bas. Donc vous comprenez bien que ceux qui ont écouté ce que Tsahal a demandé, ça fait depuis 1 an qu'ils sont plus là-bas. Donc il n'y a aucune raison de continuer à fournir des vivres à ceux qui refusent farouchement de quitter une zone de conflit ouverte. Alors, donc, mais vous êtes d'accord avec moi ? La raison pour laquelle on attend, Daniel, vous la connaissez, c'est Trump. Voilà, c'est tout. Alors ça, c'est un élément important. Ça veut dire que vous dites que concrètement tout va changer à partir de Trump. Mais ce qu'on dit tout va changer, c'est-à-dire que tout de suite après l'arrivée de Trump, on peut supposer qu'il donnera son feu vert à l'arrêt de l'acheminement d'aide humanitaire et à des attaques plus intenses de la part de l'armée israélienne. Le problème, Daniel, oui, d'abord, je pense qu'au niveau international, le gouvernement Trump va donner une couverture totale au gouvernement de l'État d'Israël et va nous permettre de gagner cette guerre. Trump l'a dit dernièrement, il faut que cette guerre s'arrête, mais il faut qu'on la gagne d'abord. C'est-à-dire que Trump parle avec cette chose géniale qui s'appelle une clairvoyance entre le bien et le mal, entre la défaite et la victoire. Le problème, c'est que beaucoup de nos généraux ont complètement oublié cette sémantique. Voilà. Et si on reste dans une logique de ces fuites qu'on trouve encore ce matin dans Yediot, de généraux qui racontent qu'on peut pas gagner cette guerre, qu'il y aura toujours un terroriste avec une arme, qu'on va pas réussir à mettre le Hamas à genoux, eh bien encore une fois, ce sont des personnes qui ont perdu la guerre avant de l'avoir ouverte, avant de l'avoir menée. Et moi, je pense que nos soldats sur le champ de bataille prouvent que nous valons beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ces généraux-là, et qu'il faut aller au bout de ce conflit, même s'il est long,
même s'il est douloureux, la victoire et la lumière est au bout du tunnel. Et dans ce tunnel, Raphaël, il y a les otages. Absolument. Il y a les et otages. C'est comme ça qu'on va et c'est uniquement comme ça qu'on va les libérer. Parce que si vous croyez vraiment, Daniel, qu'on peut se permettre de laisser le gouvernement, parce que c'est quoi l'alternative? C'est quoi ce deal des otages? Si on doit sortir de la bande de Gaza, si on doit laisser le Hamas au pouvoir, uniquement pour avoir une partie des otages. D'ailleurs, c'est condamner les autres. Et ensuite, vous imaginez bien que si on retrouve un ratio à la Gilad Shalit, ce qu'on fait en allant vers un deal comme cela, non seulement on perd ce conflit-là, mais c'est pas qu'une question de perte. C'est qu'on signe l'arrêt de mort, l'assassinat de milliers et peut-être de dizaines de milliers de juifs qui vont être tués par les architerroristes qu'on va libérer, qui vont être tués par l'éthos qui va être créé suite à cette grande victoire qui va être définie comme la victoire du Hamas dans la guerre de ce qu'ils appellent la tornade de Al-Aqsa. Alors, dans la guerre du 7 octobre. Donc en fait, tout le monde parle des otages qu'on veut libérer, mais qui parle des juifs qui vont être tués par les architerroristes qu'on va libérer? Qui parle de cette crainte de l'État d'Israël qui va complètement disparaître alors qu'on commence juste maintenant à remettre un peu en place cette fameuse Arta, cette crainte qui fait que nos ennemis comprennent, par exemple la Syrie, ils ont compris qu'il fallait mieux se taire alors qu'on détruisait leur aviation, leurs biens, leurs missiles anti-aériens, etc. C'est uniquement la crainte. À partir du moment où vous cédez au Hamas, non seulement la crainte n'existe plus, mais j'allais dire le compte à rebours vis-à-vis de la prochaine catastrophe, c'est qu'une question de temps. Et ça, c'est quelque chose qui est d'abord immoral, parce que tous les combattants qui sont tombés pour sortir les otages de ces tunnels, mais aussi pour aller au bout, c'est-à-dire il y a des vous savez qu'il y a des objectifs qui ont été votés pour cette guerre. Eh bien, il serait tombé pour rien, et c'est quelque chose qui est absolument inacceptable. Alors, je voulais qu'on parle un peu plus en détail de l'aspect intérieur, de politique intérieure, parce que c'est lié en fait. Le dossier de l'enrôlement des élèves des yeshivot, c'est lié au ça. Vous parliez de la division 162, elle est toute seule là-bas dans la bande de Gaza, entre autres parce qu'il n'y a pas suffisamment de soldats qui peuvent être à nouveau mobilisés pour exercer cette pression sur le Hamas. Comment on fait avec ça? Comment on résout ce problème? Il nous reste vraiment 3 minutes pour terminer cet entretien. Comment on résout ce problème alors que le gouvernement lui-même, qui pourrait d'un côté vouloir donc imposer cette pression sur le Hamas, eh bien lui-même dit il faut trouver un compromis avec les orthodoxes et renoncer à l'enrôlement de plusieurs milliers d'orthodoxes dans l'armée? D'abord, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien évidemment, même si demain on prend 10 000 élèves de yeshiva et on les met dans une base militaire, ils vont pas rentrer après-demain à Gaza, et ils vont pas, sûrement pas remplir les rangs d'une division d'élite comme la 162, la 98, la 99 ou la 252 qui est une Ougda de Milouim. Pas du tout. Je pense qu'il faut s'en tenir aux faits. On a vu que l'approche de Herzi Halevi et de Gallant d'envoyer 7000 convocations aux ultra-orthodoxes, il y en a 90 qui sont venus sur les 7000, donc ça sert absolument à rien. Il faut regarder la réalité en face et comprendre que c'est en parlant, en négociant, en convainquant, en travaillant ensemble qu'on va réussir à enrôler les ultra-orthodoxes dans l'armée, comme cette nouvelle Khativa des Asmonéens, des Hashmonaïm. On sait qu'il y a 384 soldats qui viennent d'y être enrôlés, qui ont commencé leur classe pour devenir des combattants. Donc, on est dans le money time, vous avez raison Daniel, on a quelques semaines pour arriver à un accord qui sera un accord historique. Je pense que le travail qui est fait aujourd'hui au sein du gouvernement, c'est un travail qui va mener à un changement historique par rapport au nombre d'ultra-orthodoxes qui vont être enrôlés. Et comme je l'ai expliqué, si vous avez un des 10 enfants d'une famille ultra-orthodoxe qui est rentré à l'armée en tant que religieux, qui est resté ultra-orthodoxe à l'armée et qui en est sorti comme tel, eh bien ça va avoir un impact direct sur ses 10 frères et sur ses 80 cousins. Donc on est en train de vivre un changement historique. Et les gens qui détruisent ce changement historique, eh bien ce sont les Avigdor Lieberman et les Yair Lapid qui disent enrôler tout le monde demain matin, et j'en parle
Yair Golan qui dit il faut enrôler tout le monde, mais pas dans des divisions ultra-orthodoxes, il faut mélanger tout le monde. Alors bien évidemment, si vous décidez que toutes les unités à Tzahal soient mixtes, combattants hommes et femmes, vous risquez d'enrôler absolument zéro ultra-orthodoxe. Donc un peu plus de perspicacité, un peu plus de sérieux sur la question et un peu moins de démagogie. Et je pense qu'on est en train de vivre, là maintenant, sur cette loi qui est en train d'être passée, on est en train de vivre malgré l'opposition, malgré la conseillère juridique du gouvernement avec sa position complètement hors sujet, et malgré Bagat, bien évidemment, qui lui a eu le mérite, bien évidemment, de pousser la négociation de la loi. Vous connaissez l'histoire, on va pas la refaire. Eh bien, on est en train de vivre un changement historique. Eh bien, Raphaël Hamzalag, au moins, vous parliez de mérite. Vous avez le mérite de nous expliquer clairement les choses, la situation, et c'est toujours très intéressant de dialoguer avec vous sur ces sujets brûlants d'actualité. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été ce matin notre invité. Bonne continuation, à bientôt.